L'opération Barbarossa, nommée en référence à l'empereur Frédéric Barberousse, est le nom de code désigné pour l'invasion par le Troisième Reich de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. À partir du 22 juin 1941 et le début du front de l'Est, qui sera le plus grand théâtre d'opération de la Seconde Guerre mondiale. Cette opération est la plus grande invasion de l'histoire militaire en termes d'effectifs engagés et de pertes. Près de 4 millions de soldats de l'Axe pénètrent en Union soviétique. En plus des troupes, l'opération Barbarossa a mobilisé 600 000 véhicules et 600 000 chevaux. Cette invasion marque aussi un tournant dans la guerre, jusqu'alors encore assez localisée et européenne. Elle va bientôt embraser le monde entier. La situation au printemps 1941 semble largement en faveur de l'Axe. La France a été vaincue en quelques semaines. Le corps expéditionnaire britannique a été défait. Une partie majeure de l'Europe est occupée. À l'Est, Hitler a mis en place des régimes alliés de gré ou de force. Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Slovaquie. Seule la Grande-Bretagne, dirigée par Winston Churchill, résiste encore au Troisième Reich. Grâce à son insularité et à son empire, mais ne constitue pas une menace militaire terrestre significative. Le pacte germano-soviétique signé le 23 août 1939, pacte de non-agression entre les nazis et l'Union soviétique, contient des protocoles secrets établissant les modalités de partage de la Finlande, de l'Estonie, de la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Roumanie entre le Reich et l'Union soviétique. La Pologne est ainsi partagée en deux en septembre 1939. De même, Staline annexe les 3 États baltes et occupe, en Roumanie, en Basse-Arabie et la Bucovine du Nord. Ces protocoles sont mis en œuvre sans difficulté notable, sauf en ce qui concerne la Finlande, qui devait être placée sous influence soviétique, mais qui résiste et repousse l'armée rouge. Ainsi, les deux alliés de l'Est se partagent une partie de l'Europe, conduisant, lorsque l'Allemagne nazie envahit le Danemark et la Norvège, au début avril 1940, à des interventions militaires du Royaume-Uni aux îles Féroé, en Islande et en lieu avec la France et la Pologne libre, en Norvège, qui est la bataille de Narvik. Constatant l'échec de la bataille d'Angleterre visant à envahir ou faire plier le Royaume-Uni, Hitler réoriente alors l'effort de guerre de l'Allemagne contre l'URSS dans un ordre stratégique émis en décembre 1940, prévoyant une attaque au printemps 1941. Hitler, depuis toujours, souhaite rompre le pacte avec l'URSS. Le commandant allemand tente de tirer les leçons de l'offensive de Napoléon qui constitua un échec car l'armée russe ne fut pas détruite à la frontière et put se replier. Par conséquent, la stratégie était de grandes manœuvres d'encerclement pour détruire l'armée rouge dès le début de la guerre, et ainsi de gagner bien avant le terrible hiver russe. En 1941, Hitler connaît les risques d'attaquer l'Union soviétique, mais il sait aussi que l'armée rouge est désorganisée et profondément affaiblie par la grande purge stalinienne. Même si les États-Unis penchent de plus en plus du côté des Alliés, ils sont encore éloignés de la guerre et déterminés à rester neutres. D'autant que beaucoup de citoyens sont de souche allemande ou italienne. Invaincu, la Wehrmacht fait figure de première armée du monde en 1941. La situation semble donc favorable à la conquête de Lübensraum, aux dépens de l'Union soviétique et au mépris du pacte germano-soviétique de 1939 qui, comme les accords de Munich de 1938, ne sont pour les nazis que des chiffons de papier. Ce qui ne les empêche pas de signer un pacte de non-agression avec la Turquie le 18 juin 1941 pour sécuriser leur flanc sud et l'accès aux ressources pétrolières du Caucase. La première apparition de plans qualifiant explicitement une invasion de l'URSS, Opération Fritz, qui deviendra Barbarossa,
remonte à une initiative personnelle de Franz Halder, milieu 1940, qui donne comme résultat le plan Halder. Très simple, visant à foncer sur Moscou, via la Pologne, puis tourner vers l'Ukraine et le Donbass. Le 22 juillet, il reçoit l'ordre de concevoir des plans plus aboutis de la part de Walter von Brauchitsch, qui avait lui-même reçu l'instruction de la bouche du Führer la veille. Dès le mois de juillet 1940, les services de renseignement soviétiques prennent conscience de l'ampleur des déploiements des troupes allemandes le long de leurs frontières occidentales. Le renseignement soviétique dresse au fur et à mesure des mois précédant le conflit non seulement l'inventaire des unités de plus en plus nombreuses cantonnées sur la frontière occidentale de l'Union soviétique, mais aussi la cartographie de leur déploiement et de leur implantation et de leur commandement. Le 21 juin, l'ambassadeur allemand Schulenburg est convoqué par Molotov qui se plaint de la quantité des vols de reconnaissance allemands violant l'espace aérien soviétique, 180 depuis le début du mois d'avril, selon la note de l'ambassade soviétique remise au ministère allemand des Affaires étrangères. L'inéluctabilité d'une guerre avec l'Allemagne nazie, qui considère l'URSS comme son espace vital, n'a plus aucun doute en URSS. Les dégâts provoqués par la Grande Terreur de 1937 à 1938 avaient fortement nui au domaine du commandement militaire en automne 1938. Staline constatait avec effroi que l'armée soviétique n'était pas prête à livrer une guerre avant fin 1942. Les unités sont cruellement handicapées par le manque d'officiers correctement formés. L'armée a perdu la plupart de ses représentants les plus compétents. Après les grandes purges de 1936 à 1938, une grande partie de l'encadrement de l'armée rouge a disparu. Le dispositif d'invasion de l'Axe est sans équivalent dans l'histoire militaire de 1940. Hitler a mobilisé 3 millions de soldats du Reich qui commencent à se déployer en février, en Prusse orientale, en Pologne, en Slovaquie et en Moldavie. Cette force inclut également des divisions hongroises, roumaines et finlandaises, et par la suite italiennes, soit 201 divisions, dont 42 de pays satellites, 3650 chars d'assaut, 2770 avions, plus de 47 000 canons et mortiers de campagne. Avec des alliés, l'Allemagne aligne 3 800 000 soldats, 4 300 chars appuyés par 4 380 avions. L'Allemagne engage 159 divisions sur les 220 dont elle dispose alors. Ce sont pour la plupart des troupes aguerries par les campagnes précédentes, bien équipées et bien motorisées, grâce en particulier aux prises de guerre de la bataille de France. Si ces effectifs sont sans précédent dans la guerre de conquête, ils semblent insuffisants au regard du potentiel de l'Union soviétique et des immensités russes. L'armée d'aviation compte seulement 800 chars et 30 divisions de plus qu'au déclenchement de Fall-Gelb contre la France. Il reste que, sur les axes de pénétration et les points de percée, la supériorité de la Wehrmacht en matériel et en effectif est écrasante, dans un rapport de 4 à 5 contre 1, et que l'armée allemande est remarquablement rompue au combat tactique. Capacité qui fait cruellement défaut aux troupes soviétiques, au moins jusqu'à la bataille de Koursk. Le Blitzkrieg est donc la carte maîtresse qui décide de l'issue du front que le Reich nazi décide d'ouvrir contre la Russie. L'armée rouge dispose au total, milieu 1941, de 209 divisions d'infanterie dont 160 sont stationnées en Russie occidentale, soit en principe 9 680 000 soldats à effectif plein. En réalité, 144 divisions comptent seulement la moitié de leurs effectifs et 65 un tiers. C'est donc à peine peu plus d'1 million de soldats, pris au dépourvu, qui vont devoir s'opposer à la déferlante allemande sur un front de plusieurs milliers de kilomètres. Les soviétiques peuvent mettre en ligne 37 500 canons, 1540 chasseurs de dernière génération, mais un nombre considérable de vieux avions, 16 000 dont 8 000 en première ligne, et de tanks qui sont obsolètes.
L'Armée rouge est en train de rétablir ses corps mécanisés, dissous en novembre 1939, rétablis en juillet 1940, qui sont en grande partie une création du maréchal Mikhaïl Toukhatchevski, fusillé en juin 1937. Sa femme, sa mère et son fils, élève officier, sont également exécutés en 1937. Enfin, l'Union soviétique doit se maintenir sur deux fronts. Une quarantaine de divisions restent stationnées jusqu'en août 1945 en Extrême-Orient russe face aux armées japonaises qui occupent le Mandchourie. L'état-major allemand entend profiter à plein de la faiblesse militaire de l'Union soviétique. Pourtant, après le rapport entre les effectifs humains engagés et le nombre d'engins, la Wehrmacht sur le front russe était moins moderne que son adversaire direct, l'armée rouge. Même si, malgré les renseignements de Toukhatchevski, les soviétiques, comme leurs alliés occidentaux, n'avaient pas encore appris à tirer au maximum de leur puissance matérielle. En juin 1941, sur les 3648 chars qui se ruent vers l'URSS, seuls 444 sont des modèles respectivement récents. Le Panzer IV. Face à eux se trouve 1 million d'hommes soutenus par 4300 chars. Si la grande majorité de ces engins étaient des modèles dépassés, 1861 d'entre eux étaient le char T-34 et des chars lourds KV, supérieurs aux meilleurs produits de l'époque en Allemagne, mais handicapés par l'absence de radio en nombre suffisant. Les conditions sont donc favorables pour l'Allemagne nazie. Le dimanche 22 juin 1941, l'armée allemande s'ébranle. Les unités d'assaut franchissent la frontière et attaquent les premières lignes soviétiques constituées de formations tout venant. L'attaque terrestre est précédée par la plus gigantesque attaque aérienne de tous les temps, menée par la majorité des 2770 avions engagés en appui sur ce front. Chaque attaque commence sans déclaration de guerre à 3h30 et vise 66 aérodromes soviétiques. Elle a des résultats désastreux pour l'armée rouge, puisqu'elle donne, dans la Luftwaffe, la maîtrise absolue du ciel soviétique pendant plusieurs semaines. Les bombardiers allemands trouvent les avions soviétiques alignés, aile contre aile, à leur base, généralement sans camouflage ni protection. La plupart du temps, l'alerte n'a même pas été donnée et peu d'avions de chasse peuvent décoller. Les pertes de l'armée de l'air russe sont terribles. Attaquée sur 66 aérodromes à midi, elle a perdu 1200 avions, dont 800 cloués au sol. Le soir, 1489 appareils ont été détruits au sol et 389 autres abattus en vol. La Luftwaffe ne perd que 63 avions le 22 juin et 150 en tout les 2 premiers jours de l'offensive. À 4h15, l'artillerie allemande se met à pilonner les positions avancées de la défense soviétique sur la frontière et à 4h45, les premières unités terrestres franchissent celle-ci. La surprise chez les soviétiques est totale. La Stavka avait bien émis un ordre qui avertissait les unités frontalières de l'imminence de la guerre, mais la plupart des unités ne l'avaient pas reçu. La résistance des soviétiques est assez désorganisée sur la plus grande partie du front. Des groupes de soldats se rendent aux premiers blessés, d'autres ne cèdent rien. Lorsque, à partir de 3h30 du matin, les premiers pilonnages ont lieu, Staline, perplexe sur les motivations allemandes, a interdit aux militaires de repliquer et d'ordonner les déploiements prévus par le plan de mobilisation. Pensant n'avoir affaire qu'à une attaque locale, malgré les renseignements de Timoshenko concernant toute la longueur de la frontière occidentale de l'Union soviétique, Staline évoque même l'hypothèse d'une conspiration de l'état-major allemand. Ce n'est que plus tard dans la journée, après une réunion de Politburo et des échanges en parallèle entre certains de ses membres, Staline, Kaganovitch, Molotov, Malenkov et Voroshilov, et lorsque les contre-mesures prévues de longue date sont devenues inapplicables, que les unités reçoivent l'ordre de répliquer aux troupes allemandes. Improviser la résistance soviétique est cependant acharnée sur quelques points, comme la citadelle de Brest-Litovsk,
défendu par des divisions de tirailleurs qui résistaient pratiquement sans eau, jusqu'à la fin juillet, bien qu'ayant été attaqués dès le matin du 22 juin. Sans appui d'aucune sorte, les soldats soviétiques de la citadelle sont totalement encerclés et sans espoir de secours puisque la nouvelle ligne de front est à 400 km plus à l'est. Ils continuent de se battre en dépit de la disproportion des forces et de l'emploi de l'artillerie lourde de siège comme les mortiers de 620 mm. La seule division d'infanterie affectée à la prise de la forteresse déplorera 482 tués, dont 80 officiers, et plus de 1000 blessés. Les Russes prendront de 2000 à 2500 tués et autant de prisonniers. Mais par son action, cette résistance ralentit considérablement les mouvements des unités d'infanterie qui doivent empêcher les troupes soviétiques de s'échapper dans la poche Bialystok-Minsk. Les troupes allemandes traversent des régions affreusement pauvres et désertes, et l'étendue des espaces russes fait perdre tout son sens au Blitzkrieg. Les lignes de communication de la Wehrmacht s'allongent démesurément. Assez rapidement, les troupes des partisans se forment sur les arrières de la Wehrmacht, obligeant celle-ci à consacrer une partie importante des forces au maintien sur des routes de ravitaillement. Début septembre, les Allemands bloqués par la boue tiennent plusieurs conseils de guerre pour envisager la suite des opérations, dont la conférence d'Orsha à laquelle participe Hitler. Il est désormais clair que malgré les pertes colossales infligées à l'armée rouge, celle-ci n'a pas été détruite. Malgré l'aide des Finlandais, les groupes Nord est incapable de mener une action de vive force contre Leningrad. Il arrive tout juste à maintenir un encerclement partiel et précaire qui laisse passer le ravitaillement pour la ville par le lac Ladoga. Le groupe d'armée sud est soumis à une forte pression soviétique et le corps blindé de von Kleist a été contraint de passer à la défensive, voire à céder du terrain comme à Rostov-sur-le-Don, aux portes du Caucase. Face aux contre-attaques de Temychenko, c'est le premier recul allemand depuis le déclenchement de l'invasion. En octobre 1941, Adolf Hitler décide la bataille de Moscou, déclarant à ses généraux son intention de raser la ville jusqu'à ses fondations et d'en faire un immense lac artificiel. Le 14 octobre 1941, il donne l'ordre d'un double enveloppement de Moscou, avec pour objectif la jonction de Nogginsk. Le Reich regroupe tous ses moyens disponibles en vue de l'assaut. Moscou renforce ses défenses, un demi-million d'hommes et de femmes creusent 8000 km de tranchées et 100 km de fossés anti-chars. De novembre à décembre, la Wehrmacht engage 1,8 million d'hommes dans cette bataille, soit plus de 50% de toutes ses divisions, 30% de son artillerie sur un front de 600 km de large et de 250 km de profondeur. En 2 semaines de combat, l'armée rouge perd 700 000 combattants faits prisonniers, proches du Viesma, d'Orel, de Briansk, etc. 1200 chars et 5000 canons. Le 7 novembre 1941, dans un discours resté célèbre, prononcé sur la place rouge devant les troupes qui partent au front, Staline délaisse l'idéologie et appelle aux valeurs et aux grandes figures historiques de la nation russe. Le front de Kalinin, un front est un groupe d'armées sur les terminologies soviétiques, au nord de Moscou, lance sa contre-attaque le 5 décembre dans une neige de plus de 1 mètre d'épaisseur et par des froids de -20 à -30 degrés Celsius. L'offensive hitlérienne est stoppée à 30 km de Moscou, non loin de faubourg de Khimki. À proximité de l'actuel aéroport international Sheremetyevo, grâce également à un terrible hiver pour lequel elle n'est pas équipée. Une contre-offensive menée fin décembre par des bataillons sibériens casse enfin le front allemand et rejette de 100 à 200 km en arrière le groupe d'armée centre. Le 22 janvier, la bataille de Moscou est gagnée par Zhukov. Guderian est donc contraint à une retraite précipitée,
abandonnant une grande partie de son matériel. La puissance d'attaque change alors de camp et inverse le sens de progression vers l'ouest.